Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Livres Ésotériques Anciens. Aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de Santini de Rieul, Les Pierres Magiques, accompagné du chat qui est là, qui ronronne, que vous n'entendez pas parce qu'il est un peu éloigné du micro, et heureusement parce que souvent il le pousse ou il nous écrit des messages du cosmos sur le clavier. Donc là, pour une fois, j'ai réussi à le pousser et il est en train de s'endormir, donc tout va bien. D'ailleurs, merci à un de mes commentateurs, pas petit commentateur, grand commentateur, qui m'a fait un petit message au sujet et qui m'a envoyé, il se reconnaîtra, donc tout ça pour lui dire que oui, le chat a bien reçu ses friandises. Voilà. S'il écoute cette vidéo, parce que je sais qu'il écoute surtout les autres, donc j'espère que le message va être transmis ici. Ensuite, alors, j'espère ici qu'on va pouvoir finir enfin ce livre. On va arriver sur l'opale. Je vous rappelle pour ceux qui arrivent sur la chaîne qu'il s'agit ici d'une des dernières vidéos de Santini de Rieul, texte de 1905, sur les pierres et les minéraux. Je vous invite à revenir sur les premiers textes qui sont au début de la playlist si vous souhaitez suivre le livre, puisque là on arrive au moment de l'opale, c'est-à-dire qu'on est déjà pas mal à la fin. Donc n'hésitez pas à reprendre le début si vous souhaitez suivre les choses. Donc sachant qu'au début, je vous lisais les textes en vieux François normalement, alors que maintenant, je m'aide un petit peu de l'intelligence artificielle pour un peu mieux les traduire, parce que parfois c'est vrai que c'est incompréhensible. Voilà pour ça. N'hésitez pas à commenter si bien sûr la lecture vous plaît. Je vous rappelle également que au niveau des pierres, à l'époque, on n'avait pas de nomenclature mondiale, c'est-à-dire que beaucoup de pierres étaient appelées d'un autre nom, par un autre nom dans d'autres pays. Voilà, certaines se regroupaient, mais d'autres pas. Donc le but aussi ici, ça va être de retrouver si les pierres sont bien celles dont on parle, ou s'il s'agit d'autres pierres. Allez, c'est parti. L'opale, donc là, c'est message d'Orphée, j'aurais pas besoin de traduire. Les dieux aiment aussi l'opale, dont la surface est semblable à la peau d'un enfant. Elle guérit les yeux faibles qui versent trop facilement des larmes, et ceci en la mêlant à la myrrhe odorante et à la lépidote, qui brille par ses éclats blanchissants. L'épidote, on reviendra certainement à la lépidolite, qui effectivement a des éclats, des écailles à l'intérieur de mica un petit peu. Hein. Ainsi mélangées, ces substances t'apprendront les biens et les maux que réserve mystérieusement l'avenir. Donc là, on est sur la médiumnité. Et si tu désires le savoir, la lépidote chasse les terribles maux de nerfs. Donc tout ce qui pourrait être névralgie ou maux de tête éventuellement. Ces deux pierres divines sont également aimées du soleil aux cheveux d'or. Et tu seras étonné quand tu les verras. La suite, toutes deux portent des rayons droits et brillants qui semblent une chevelure. Leur apparence est cependant différente. L'une ressemble au cristal transparent, l'autre à la chrysolite. Si la lépidote ne jetait pas de rayons semblables à des cheveux, ce serait tout à fait une chrysolite. Posons-nous la question, tous deux donnent aux hommes la beauté de la forme et la vigueur dans le combat, quoiqu'ils soient déjà d'un âge respectable. On va voir la suite. Porta. Alors porta en général, mais bon là c'est un petit texte, normalement faut traduire, mais on va y arriver. L'opale recrée le cœur, préserve de tout venin et contagion de l'air, chasse les tristesses, empêche les syncopes, les maux du cœur et les affections malignes. Je vous rappelle que l'opale dans les années 1950 est devenue une pierre 1960 qui portait malheur. Alors comme j'ai enregistré la vidéo, j'espère que je vous le dis pas deux fois, normalement non. En fait, ce qui se passe, c'est que l'opale, c'était un peu le cauchemar des bijoutiers, tout simplement parce que l'opale a tendance à casser très facilement lorsqu'on approche une chaleur intense. Donc la chaleur intense étant nécessaire lorsque vous voulez faire un sertissage, par exemple. Un sertissage au chalumeau ou en soudure. Donc c'est une pierre amorphe, c'est-à-dire que c'est une pierre qui est morte et qui craint, qui s'effrite facilement. Enfin, pas là quand vous allez l'avoir dans les doigts, mais au moment de la monture, c'est assez compliqué à tailler et c'est assez compliqué à monter. Alors pourquoi aussi c'est devenu la pierre de malheur? C'est tout simplement que à l'époque, on offrait souvent de l'opale dans les années 1920, je pense, si je me trompe pas. Vous me corrigez au cas où.
On offrait donc des bijoux en opale pour les fiançailles, sauf que il se trouve que c'est la période où après, voilà, les femmes sont devenues un peu plus indépendantes, et puis est arrivée la période des divorces un peu plus commune, un peu plus courante. Voilà, donc forcément, on offrait une opale, et puis finalement ça finissait par un divorce. Donc ce qui a valu à cette pierre magnifique une réputation de pierre un petit peu malheureuse, pierre de malheur, pour ces deux raisons. Donc pour le fait que de toute façon les bijoutiers avaient pas forcément envie de la tailler plus que ça et de la monter, et de l'autre côté sont venus les divorces. Sachant que ça reste quand même une pierre qui est fortement convoitée et qui revient à la mode aujourd'hui grâce aux séries qu'on peut avoir, donc avec une origine la plupart du temps australienne ou éthiopienne. Vous allez pouvoir en trouver assez facilement. Mais en bijouterie, ça va rester encore en France et en Europe encore assez plus rare. Voilà, cette fois-ci je pense plutôt pour des raisons de praticité pour les bijoutiers, il y a d'autres pierres qui se montent mieux. Donc on était sur Porta, ensuite on va revenir sur Robert de Berken. Alors Robert de Berken, comme vous savez, il va falloir que je traduise, puisque souvent c'est du vieux français, donc c'est parti. Voilà. Les propriétés de l'opale sont de rendre aimable la personne qui la porte et, par ce moyen, de lui attirer l'amour et la bienveillance de tous, de réjouir les cœurs, de préserver contre les poisons et la corruption de l'air, et de dissiper la mélancolie, de remédier aux syncopes et aux affections du cœur, de fortifier la vue et de la rendre plus fine et plus perçante. Donc vous voyez, là, on revient finalement à ce qu'on vient de lire. Hein. Ensuite, on a Kaage. L'opale est affectionnée par les esprits de paix et de calme. Elle est bonne contre les insomnies et le sommeil trop léger. Ensuite, on va arriver sur l'ophite. Alors ça, l'ophite, il va peut-être falloir savoir quand même ce que c'est. Parce que moi, ça ne me dit rien, en tout cas, en termes de... Déjà, je vous lis, c'est un texte donc d'Orphée. Apprends le moyen de ne pas craindre les dards des serpents monstrueux. Fais broyer en poussière un fragment d'ophite, et si un serpent vient te mordre avec ses dents venimeuses, couvre-en la blessure. Le remède sera infaillible. Alors, sur l'orphite, on parle d'une pierre verdâtre veinée qui rappelle la peau d'un serpent, donc quelque chose qui pourrait plutôt peut-être correspondre à de la serpentine. Pourquoi pas? Donc là, a priori, ça pourrait être ce type de pierre. Ensuite, on a l'orniquipunct. Alors ça, il nous met en référence les jaspes. On va avoir ensuite, toujours par Orphée, l'ostrite. L'ostrite. Alors, ce serait pas mal de voir ce livre avec Orphée aussi, Alors, sur l'ostrite. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pierres légendaires. L'ostrite, donc ce qu'on va nous dire, c'est si vous voulez calmer les douleurs, buvez du vin dans lequel vous aurez broyé une pierre pure d'ostrite. Le résultat est infaillible. Ah, attention quand même les amis, parce qu'on a quand même, je le dis souvent, on a quand même beaucoup de pierres qui comportent des métaux lourds. Donc il faut faire attention, et les minéraux comme ça, c'est pas comestible à la base, donc on se méfie. C'est une pierre absolument semblable, une pierre bonne contre les vipères, qui, à l'aide de l'art habile de Macaon, rendit sans danger la blessure dont Philoctète souffrait depuis 9 ans. Alors, ce qu'on a, a priori, l'ostrite devrait plutôt venir d'une pierre de calcaire ou nacrée, peut-être une coquille fossilisée, peut-être même de nacre ou d'huître. Bah oui, ostréiculteur. L'ostréiculture, c'est les huîtres. Donc on serait peut-être sur plutôt de la coquille de nacre ou la coquille d'huître. Ce qui serait peut-être cohérent, complètement. Ensuite on va avoir le pentor, donc là il nous renvoie à émeraude. On a aussi la pierre du pavot. Alors là ça va être Plutarque, donc Plutarque en général on arrive à le lire, mais quand même je vais essayer de voir ce que donne cette pierre. J'aurais dû faire ça depuis le début parce que quand même
C'est vrai que ça nous donne pas mal de choses intéressantes. Donc il croise sur les bords de l'Astrée une espèce de pavot qui porte des pierres au lieu de fruits. Ces pierres contiennent de petits corps noirs qui ont la forme de grains de froment et que les Mysiens jettent dans les terres labourées. Si l'année doit être stérile, ces objets restent immobiles dans les endroits où ils sont tombés. Mais s'il doit y avoir une récolte abondante, ils bondissent comme des sauterelles. Alors, on aurait comme rapport, voilà, donc comme une pierre, encore une pierre fabuleuse, relevant du symbolisme agricole et divinatoire, aucun minéral connu ne correspond à cette description. Donc on dira plutôt une pierre mythique du cycle des récoltes. Voilà. Mais n'empêche qu'ils en parlent. Ensuite, on a le péridot que vous connaissez, donc qui est aujourd'hui très actuel, donc pierre verte, transparente, magnifique, qu'on peut trouver sur des bijoux en pierre fine, qui est très légèrement vert olive, vert kaki. Donc là, il nous renvoie vers la chrysolite. Ensuite, on va avoir la périte. Donc pour la périte, le chat se réveille, il a vu quelque chose dehors. Ça, c'est, vous savez, les petits modes furtifs quand il se met en arrière. Alors, la périte, il s'agit peut-être de la pyrite, puisque ici, donc disulfure de fer, ici on va en parler de cette façon. C'est une pierre jaune qui a la propriété particulière de guérir la goutte. Pas sûr que ce soit la pyrite, parce que même si le terme ressemble, ils auraient dit que ça ressemblait à l'or. Il aurait dit que ça ressemblait à l'or, et parce que franchement la pyrite, c'est clairement, on a l'impression que c'est une petite pépite, même si c'est pas du tout la même couleur. D'ailleurs, il faut savoir que sur la pyrite, on retrouve, vous avez un tout petit peu d'or, mais c'est tellement mélangé, tellement en petite dose que finalement l'extraire coûte beaucoup plus cher que ce que vous allez extraire en termes de rentabilité. Donc on a aussi Colin de Plancy qui nous parle de cette pierre en disant « Cette pierre jouissait de la vertu de guérir la goutte et de brûler la main quand on la serrait trop fortement. » Faut voir s'il va nous parler de pyrite après. Mais brûler la main quand on la serrait fortement, on peut avoir ce côté métal. Faut voir. Perle ou marguerite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est Plein là qui nous parle. On va essayer de... Je sais que Plein, en général, c'est un peu compliqué, mais on va essayer là. J'ai l'impression que c'est pas mal. Il y a un grand texte. Que sont des tables somptueuses comparées à la pourpre, aux coquillages et aux perles? Ce n'est pas assez que la mer assouvit notre voracité. Il fallait encore que les femmes et les mêmes hommes chassent de ses dépouilles leurs mains, leurs oreilles, leurs têtes, tout leur corps. Les perles tiennent donc le premier rang parmi les choses précieuses. Elles viennent principalement de l'océan Indien. Bon, là, c'est des perles. C'est en passant au milieu de cette multitude d'animaux monstrueux dont j'ai déjà parlé, c'est en bravant les feux d'un soleil brûlant qu'on les apporte chez nous. La coquille où se forment les perles diffère des écailles d'huîtres. On dit que stimulées par l'influence de la saison nouvelle, les coquilles s'ouvrent par une sorte de bâillement et se remplissent d'une rosée féconde. Les perles sont les fruits que bientôt elles mettent à jour. Elles diffèrent suivant la qualité de cette rosée. Pure, elle produit des perles très blanches. Troubles, les perles sont d'une couleur sale. Elles sont pâles lorsqu'elles ont été conçues sous un ciel orageux, car elles tirent leurs origines du ciel, et tiennent plus de lui que de la mer. De là vient qu'elles sont claires ou obscures, suivant l'état matinal du ciel. Les femmes se font une gloire d'en suspendre à leurs doigts, d'en attacher 2 et même 3 à chacune de leurs oreilles. Nos mœurs corrompues ont des noms pour des vanités ridicules. On nomme cette parure Crotalia, entre parenthèses grelot, comme si les femmes cherchaient encore une puissance dans ce bruit et ce cliquetis de perles. Déjà, les moins riches affectent de porter ces fastueux ornements. Pour annoncer notre présence, disent-elles, nos perles sont nos licteurs. Bien plus, elles en portent à leurs pieds, elles en garnissent non seulement les cordons de leurs chaussures, mais leurs chaussures sont tout entières, car aujourd'hui ce n'est plus assez de porter sur soi ces objets précieux.
il faut qu'on les foule aux pieds, qu'on marche sur des perles. Ah ouais. Les perles ne se brisent jamais en tombant. Les perles ne se brisent jamais en tombant, ce qui démontre leur solidité. C'est de Pline, le livre 14. Elle marchait sur des perles, et donc les perles ne se brisent pas. Elles ont une sacrée dureté. Ben écoutez. Ensuite, on va voir le médecin arabe Ibn Massa. Les perles sont très utiles contre les obscurcissements de la vue et les taie. T-A-I-E-S. On les fait entrer dans les préparations anti-hémorragiques. Elles détergent convenablement les dents. Eh ben oui. Je pense que comme elles ont une dureté très importante, ça veut dire qu'au frotter la dent avec de la poudre de perles, bah oui, ça devait enlever, de faire comme un exfoliant sur la dent. Ensuite, on a toujours médecin arabe, on a Ishaq ibn Amran. La perle tient le milieu entre le chaud et le froid, le sec et l'humide. Les perles sont utiles contre les palpitations du cœur, les craintes, les frayeurs, les angoisses causées par l'atrabile. Et cette propriété vient de ce qu'elle purifie le sang épaissi dans le cœur. Elles tarissent les humeurs qui se trouvent dans l'œil par suite de la rétraction de ses nerfs. Aristote prétend que si l'on parvient à dissoudre des perles, grandes ou petites, de manière à obtenir un liquide limpide comme du verre, et que l'on en frictionne les parties blanches du corps affecté de la lèpre, on fait disparaître ces taches dès la première friction. De plus, si quelqu'un est pris de céphalgie, par suite de tuméfaction des nerfs de l'œil, et qu'il s'injecte de ce liquide dans le nez, il sera promptement guéri. D'après quelques-uns de nos savants, voici la manière de dissoudre les perles. On les triture, on verse dessus du sucre acide de citron. On les met dans un vase et on les recouvre de pulpe de citron. Puis, on met ce vase dans un autre contenant du vinaigre et l'on enterre le tout pendant 14 jours dans du fumier frais. Alors elles se dissolvent. Bon, en gros, ça réagit à l'acide. Ok, ensuite on va voir un commentaire, cette fois-ci, qui est signé Jean de la Taille. Donc là, vous savez que je dois traduire en général. Donc la marguerite, c'est-à-dire la perle, qui doit être très blanche et bien ronde, est l'une des plus précieuses de toutes les pierres. Elle est formée de fines couches circulaires. Les perles les plus nobles proviennent des coquilles rondes de poissons, entre parenthèses autrement dit des huîtres ou de mollusques, et non de la rosée du ciel, comme le croient certains. Les plus grandes sont rares, mais elles sont encore davantage lorsqu'elles sont parfaites et sans défaut. Elles le sont encore davantage. D'une substance très subtile, elles ont par l'influence de Jupiter ou de la Lune la vertu de purifier le sang mélancolique. Donc là, on reste sur vraiment la perle naturelle. Donc signé de Jean de la Taille. Ensuite, un anonyme. Les perles fortifient le cœur et les esprits vitaux. Elles résistent au venin, à la corruption et à la syncope. Elles corrigent le lait des femmes et le font venir. Ensuite, Robert de Berken. Normalement, ça devrait... Non, on va comme traduire Robert de Berken. C'est toujours un petit peu particulier avec lui. Des fois, ça passe, mais là, voilà. La particularité de la perle sont les suivantes. Réduite en poudre, elle dissout et élimine les humeurs catarrheuses. Liquéfiée et administrée en potion, elle dissipe toutes les humeurs corrompues, purifie les mélancoliques, remédie aussitôt à la syncope, aux pertes blanches et aux maux de tête. Même les oniromanciens, donc interprètes des rêves, il va falloir faire vraiment un livre là-dessus aussi en lecture, en tirent des présages auxquels on accorde encore une certaine crédibilité, que ce soit par sa superstition ou autrement. Voilà. Là, je vais juste me faire une note, il faut qu'on se fasse un livre encore sur l'oniromancie. Alors ensuite, on va passer sur une autre pierre qui est la pétrasse. Donc ceux qui ont une pétrasse verdoyante peuvent en toute confiance s'approcher des autels et accomplir des sacrifices aux dieux immortels. Donc ça, c'est signé Orphée. Alors,
Là, a priori, ce serait peut-être une pierre donc verte associée à la pureté rituelle de la faveur divine. Donc, on va dire que ce sera peut-être de l'émeraude ou du jaspe vert. Mais puisque ces deux pierres étaient justement consacrées à des rituels antiques, donc a priori ça pourrait correspondre à ce type de pierre, donc plutôt en équivalent moderne, plutôt assez rare, de l'émeraude. Donc ici c'est signé Orphée. Ensuite on va avoir Philadelphe, sur les monts Ému et Rhodope, près du fleuve Strymon, en Thrace, Thrace, on trouve des pierres dites Philadelphe. Elles ont la couleur des plumes de corbeau et une apparence humaine. Donc a priori des pierres noires assez brillantes. Ça ressemble un petit peu quand même à l'obsidienne. Lorsqu'elles sont séparées les unes des autres, si on prononce leur nom, elles se détachent de ce qui les environne et viennent se réunir ensemble. Ça semble fort, donc c'est signé Plutarque et ça semble fort à de l'hématite. Vous voyez, un minéral ou de la mégnatite, quelque chose qui est aimanté. Donc on va voir ce que l'intelligence artificielle nous dit. Il s'agit clairement d'une pierre fabuleuse. Donc, ah oui, le nom Philadelphe vient du grec Philadelphos, qui sème d'un amour fraternel. La description évoque une pierre symbolisant l'union et l'attachement utilisée dans des rituels d'amour ou de réconciliation. Aucun équivalent minéral réel. Certains érudits rapportent cependant une légende de la magnétite, pierre d'aimant, car elle attire et relie, image très proche du pouvoir d'union décrit ici. Magnétite éventuellement, ouais. Ensuite, la pierre d'accouchement. Là, voyez la héatite, donc au tout début du livre. Alors, sinon, on va avoir la pierre de l'aigle, avec cette fois-ci un texte tiré d'Albert le Grand. Donc, on va voir ce que ça donne, la pierre de l'aigle, sachant qu'on a de l'œil de faucon aussi. Donc, on va voir si c'est la même chose. Pour chasser les bêtes venimeuses, prend la pierre aquiline, et pour ce, l'aigle la porte en son nid pour conserver ses œufs et ses petites bêtes venimeuses. Oui, Albert le Grand, il va falloir qu'on traduise, désolé. Allez, c'est traduit, c'est bon. Pour chasser les bêtes venimeuses, prend la pierre dite aquiline. C'est pourquoi l'aigle la place dans son nid afin de protéger ses œufs et ses petits contre les animaux venimeux. Elle est très bénéfique contre l'épilepsie lorsqu'on la porte au cou. Elle est aussi excellente pour faire revenir le lait chez les femmes. Il suffit d'en faire boire une petite quantité réduite en poudre mélangée à du bouillon ou à du vin chaud. De plus, si on l'attache à un arbre, elle empêche les fruits de tomber avant leur maturité. Mais si on la place au pied de l'arbre, elle fait tomber les fruits. Enfin, si l'on grave une figure d'aigle sur cette pierre et qu'on la monte dans de l'argent ou du plomb, celui qui la porte sur lui sera préservé de toute bête venimeuse. Alors, l'argent et le plomb, c'est pas la même chose, hein. On n'a pas du tout la même chose. L'argent, on est plutôt sur quelque chose de conducteur et le plomb, on est plutôt sur quelque chose en magie, en tout cas, qui permet de verrouiller et de pas conduire. Je parle en magie. Alors, cette pierre, donc, haïtite, donc elle aussi, lui aussi, on a une traduction à nouveau de l'haïtite, hein, sur la pierre de l'aigle, alors qu'ici, c'est pas, vous voyez, haïtite, ah oui. C'est-à-dire qu'on a quand même un renvoi sur l'haïtite, l'agate, la galcati, la galakide, et la pierre du nid de l'aigle. Vous vous souvenez, on en avait parlé de celle-ci. Donc on serait plutôt, on décrit ça plutôt comme une concrétion de limonite, donc de l'oxyde de fer qui est rien d'autre que l'hématite, contenant une petite pierre mobile à l'intérieur, symbole de la gestation, dont ses usages sont liés à la maternité et à la protection. Donc équivalent moderne, haïtite, voilà, pierre d'aigle, consécration, et concrétion, de limonite ou de goétite. Voilà. La pierre du crapaud. Ah non, attendez, avant ça, on a la pierre barbare par Orphée. Alors, je vais quand même voir à quoi ça correspond aujourd'hui. Parce que ça, c'est rigolo quand même. Alors, Orphée nous dit quoi? Pour ceux qui couchent dans les champs. Oui, il y a des gens qui n'avaient pas de maison. Peut-être, mais en tout cas qui voyageaient. Je dis que la pierre barbare, polie
donc par les eaux résonnantes du divin Euphrate le Syrien, est agréable au fils de Jupiter qui porte l'égide au pasteur de taureaux sauvages revêtu d'une courte tunique. Si tu fais un sacrifice, aussitôt ta vigne se changera de grappe féconde et il te rendra capable de récolter beaucoup de vin. Signé Orphée. Et oui, vous vous souvenez les amis, à l'époque il n'y avait pas des supermarchés, hein. Donc les gens étaient très assidus sur leur récolte, c'était quelque chose de très important pour eux et surtout c'était ce qu'ils faisaient toute la journée, enfin en tout cas une grande partie. Et là aujourd'hui c'est un peu différent. L'agriculture s'est modernisée, donc c'est encore différent. Alors sur cette pierre barbare, on aurait un équivalent moderne, donc le texte qui évoquerait donc une pierre originaire de Mésopotamie, la Syrie, associée à la fertilité agricole. Donc soit on aurait une agate orientale ou peut-être un jaspe poli, puisqu'il serait poli par les eaux de l'Euphrate, souvent importé depuis la Babylonie, ou plus symboliquement à une pierre rituelle mésopotamienne, utilisée pour bénir les récoltes. Donc plutôt une agate ou un jaspe. Calcédoine orientale aussi. La pierre du crapaud, alors ça renvoie, vous savez bien, à la crapaudine, mais on a quand même un texte signé l'anonyme qui nous dit: c'est une pierre opaque qui est dans le crâne du crapaud. Alors vous savez qu'on a des légendes aussi sur une pierre qu'on retrouve dans la tête d'un dragon, hein. Donc c'est exactement la même chose, enfin en tout cas on reprend cette donnée. Oula, je vais prendre la traduction, parce qu'on est en vieux français. Bon, ceux qui sont adeptes du vieux français, vous pouvez prendre les premières parties de Santini de Riol, hein, les reprendre si ça vous plaît. Là, je vais traduire. C'est une pierre opaque que l'on trouve dans le crâne d'un crapaud. Plusieurs auteurs ont écrit que c'était la pierre du tonnerre. Elle est très utile pour déceler le venin. On dit que lorsqu'on l'approche d'une plaie empoisonnée, elle se met à suer et à exsuder de petites gouttes. Voyez la crapaudine. Vous voyez les amis, on a énormément de pierres quand même qui sont contre l'empoisonnement et contre les venins. Ça montre un petit peu comment vivaient les gens à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut quand même manger un peu plus facilement, avoir moins de risque de tomber malade en mangeant, et on a moins de danger aussi en termes d'animaux ou autres, mais ce qui montre bien finalement que les gens étaient beaucoup plus souvent dehors. Ensuite, la pierre du Drimulus. Vous voyez, Drimulus, pierre du Drimulus. Alors, je veux bien, mais... ah oui, c'est parce qu'en fait, on est à pierre du... Donc c'est-à-dire que là, on est dans l'épée, donc qui ramène le pierre du... Donc, on avait déjà la Drimulus qu'on a vu plus haut, l'Indus, et aussi la méandre. Voilà, donc là, il faudra revenir. Là, on a la pierre médique. Cette pierre sert à arrêter les hémorroïdes et le crachement du sang. Signé par Hermès Trismégiste. La pierre némésite. C'est une pierre gravée portant l'image de Némésis. Donc ça, on va regarder un peu plus près. Parce que Némésis, c'est pas rien. Il y a beaucoup de données par rapport à ça, notamment sur une planète aussi. On a pas mal de choses qui arrivent là-dessus. Donc là, on nous parle d'un caillou qui s'appelait pareil, hein, et c'est Hermès Trismégiste, encore une fois, donc c'est très loin. C'est une pierre donc gravée portant l'image de Némésis. Au moyen de cette pierre magique, l'on peut accomplir des choses merveilleuses. Donc là, on va avoir peut-être un équivalent moderne qui serait une amulette gravée, une intaille, INTAI2LE, en cornaline ou en jaspe rouge. Cornaline ou jaspe rouge dite pierre de Némésis. C'est vrai que j'avais déjà entendu, c'est marrant, ça me revient. Il y a quelque chose qui me parle. Quand je vois pierre de Némésis et la cornaline, ça me parle. Donc demandez-vous vous aussi si c'est le cas. L'onyx, l'onyx ça fait partie des agates, matériaux les plus utilisés pour ce type d'amulette magique hermétique. Quand même, je serais curieuse d'avoir votre avis. Alors ensuite, on a la pierre du nid de l'aigle. Il existe aussi la pierre dite du nid de l'aigle que plusieurs connaissent. Parmi ses vertus, la plus remarquable est d'être merveilleusement efficace pour faciliter l'accouchement des femmes, lorsqu'on les en touche. Elle rend leur couche plus aisée par la vertu de Vénus et de la Lune. Certains affirment même en avoir fait l'expérience. Donc signé Jean de la Taille, là j'ai retraduit.
Donc a priori, donc toujours la pierre de l'Aigle, on l'avait déjà eu, la hétite, donc concrétion ferrugineuse, donc limonite ou goétite, toujours pareil, hein, équivalent moderne, donc à hétite pierre de l'Aigle. Et apparemment, oui, on aurait aussi la protection donc contre les bêtes venimeuses, aide à la maternité, à la lactation, pierre de fécondité, liée symboliquement à Vénus et à la Lune. On continue, donc cette fois-ci on a la pierre du Nil, on avait vu Nil, on avait la pierre du pavot, on avait vu pavot, la pierre du mont Sipil, on l'avait vu à Sipil, et on a la pierre stellaire, donc la pierre stellaire. Donc cette pierre est ainsi appelée parce qu'elle contient les formes de plusieurs étoiles. Étant baignée dans du vinaigre, cette pierre se meut et s'agite d'un côté et de l'autre, elle empêche l'apoplexie. Alors à savoir... c'est pareil, c'est écrit en vieux français, des petites étoiles, donc des petites... c'est signé l'anonyme. Ensuite, la pierre de Théamède, donc pareil, qui est un aimant, la pierre de Tmolus, donc c'est pareil, il fallait voir Tmolus, tonnerre, on va voir un tonnerre, ce sera peut-être plus tard, pylogramme, voire le jaspe, et on a pyrophilos, donc par Agrippa, Cornelius Agrippa, donc là ça va nous dire quoi? Alors lui il faut... Ce qui est étrange c'est que Agrippa et Hermès Trismégiste, il n'y a pas besoin de traduire, donc j'ai l'impression que ça a déjà été traduit au bout d'un moment. Pyrophilos, c'est une pierre d'un rouge nuancé dont Eusculape rapporte dans un livre de ses épîtres à Octave Auguste, et selon le témoignage d'Albert le Grand, qu'elle est un poison si froid qu'elle empêche le cœur d'un homme mort de se consumer. Si on la met au feu et qu'on la maintient un certain temps, elle se change en pierre. C'est de là qu'elle tire son nom, Pyrophilas, ami du feu. Elle possède une vertu admirable contre toutes sortes de poisons et rend ceux qui la portent glorieux et redoutables à leurs ennemis. Cornelius Agrippa. Donc aujourd'hui, a priori, il se pourrait que ce soit plutôt, en hypothèse probable, ce serait le grenat almandin ou le grenat pyrope. Peut-être éventuellement la rubellite tourmaline rouge, mais qui reste quand même la rubellite, attention, plutôt rosée, ou un jaspe sanguin qui pourrait avoir à peu près les mêmes propriétés. On serait à peu près sur ce type de pierre-là. Alors, là on a une petite donnée sur Octave Auguste, une annotation. On suppose que le personnage mythique connu sous le nom d'Esculape, et dont on a fait un dieu de la médecine, vivait au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, 1300 ans séparent... Oui, parce que je suis désolée, mais là j'ai un mot qui est complètement effacé. On va mettre 100 ans. Séparait donc ce personnage de l'empereur Auguste. Ses épîtres eurent largement le temps d'arriver jusqu'à lui. Voilà. On continue. On a le rubis ou escarmouche. On est toujours sur la Jean de la Taille. Donc Jean de la Taille, vous savez très bien les amis, on traduit. Qu'est-ce qu'on va voir sur le rubis? Alors, ça nous donne... je revérifie quelque chose, voilà. Théophraste estime, donc oui, puisque c'est toujours Jean de la... Oui, Théophraste, donc il parle de Paracès, estime que certaines escarboucles, donc des rubis, même les plus tendres, c'est-à-dire celles qui peuvent être polies et gravées aisément, se forment par confluxion, une sorte de fusion naturelle. Elles se présentent sous différentes couleurs, certaines sont incolores comme l'eau, d'autres pourpres et d'autres comme encore rouge qu'on appelle rubis. Le rubis, dit-on, reçoit sa vertu des étoiles Boötides, de la constellation du Bouvier, et possède même le pouvoir de rendre l'homme aimable. Donc on reste sur des pierres rouges étincelantes, grenat, spinel, rubis, donc spinel rouge bien entendu, donc le rubis qui serait plutôt ici bien nommé, avec corindon rouge. Voilà, on va avoir aussi d'autres choses. Donc on a aussi Robert de Berken, pareil en traduction, lui c'est obligatoire, donc toujours sur la question du rubis encore une fois. Donc là, il n'y a pas à savoir à quelle pierre ça correspond, c'est bien celle-ci. On dit que le rubis résiste au poison, préserve de la peste, purifie les esprits, chasse les mauvaises pensées, détourne les mauvais rêves et favorise les songes agréables. De plus, il révèle à l'avance des malheurs ou les peines qui doivent survenir. Pour confirmer cette vertu, on raconte une histoire rapportée par Wolfgang Gabelscheuer.
C'est un médecin, donc il parle de sa propre expérience. Alors qu'il voyageait avec son épouse, il remarqua que le rubis qu'il portait depuis longtemps au doigt, d'une beauté éclatante, perdit soudain sa couleur vive et brillante, devenant presque noire. Il en fut très troublé, car la pierre resta ainsi pendant un certain temps, au point qu'il crut l'avoir perdue. Il en parla à sa femme, lui disant qu'il craignait que cette aventure ne fût le signe d'un malheur. Et en effet, quelques jours plus tard, sa femme, qu'il aimait passionnément, tomba malade et mourut. Mais, fait encore plus étonnant, après la mort de sa femme, le rubis retrouva tout son éclat et redevint aussi beau qu'auparavant. C'est ce qu'a écrit un médecin de Leyde, dont j'ai suivi le récit. Voilà. Pierre de passion, hein, affection aussi, rubis. Hein. On continue, toujours sur le rubis. Là c'est pareil, j'ai un texte anonyme, mais pareil qu'il va falloir traduire, vieux François. Donc je le fais en même temps pour éviter trop de montage, comme vous savez. Sinon ça me prend plus de temps et je peux vous donner moins de contenu. Les auteurs assurent que l'escarboucle, ou véritable rubis, lorsqu'on la porte sur soi, ou qu'on en boit la poudre, résiste au poison, préserve de la peste, chasse la tristesse, réprime la luxure et maintient le corps en bonne santé. Et lorsque quelque malheur menace la tête de celui qui la porte, la pierre en avertit par un changement de couleur, devenant plus sombre, puis, le malheur passé, elle retrouve son éclat d'origine. Je connaissais une personne qui a vécu la même chose avec de l'ambre, qui est devenu gris. Et effectivement, elle a eu un gros choc émotionnel. C'était assez incroyable. Et pas lié à l'ambre, c'est qu'elle l'a vécu dans sa vie et l'ambre a pris une partie. On dit cependant qu'elle raccourcit le sommeil, qu'elle agite et échauffe le sang, et elle rend celui qui la porte prompt à la colère. Ok. Donc Pierre aussi qui est sur l'agitation, la colère, l'insomnie, attention, pierre d'excès aussi, hein. De toute façon pierre de passion. Ensuite, Kaage, donc qui nous renvoie aussi à Escarboucle. Hein. Cette pierre est affectionnée par des esprits ardents à l'étude, désirant connaître beaucoup. Le rubis influe en ce sens sur celui qui le porte. Il a aussi une grande influence sur le sang. Très intéressant. Le saphir, alors le saphir, vous vous doutez, on va avoir beaucoup de choses. Donc on a Hermès Trismégiste, qui curieusement est toujours assez facile à lire. C'est une pierre érotique, le saphir. En outre, elle procure de bonne digestion et sert pour la guérison des affections cardiaques. On l'emploie aussi pour les collyres, signé Hermès Trismégiste. Albert le Grand, qu'est-ce qu'il nous dit Albert le Grand ? Albert le Grand, qu'il faut toujours traduire. Alors, sur Albert le Grand, on va avoir, pour rétablir la paix, prends un saphir d'Orient provenant de l'Inde. Le jaune est même préférable au plus éclatant. Ah, vous avez vu ? Il existe des jaunes et il existe aussi des saphirs un petit peu orangés, juste magnifiques, hein, toujours indiens. Il engendre la paix et la concorde, rend l'homme dévot et pur devant Dieu, et apaise les ardeurs inférieures, c'est-à-dire les désirs charnels. Donc là, c'est plutôt dans l'autre sens. Donc, le pierre érotique, mais dans le sens on se calme. On se calme, le coco. Alors, ensuite, on va avoir ici Cardan. Donc Cardan, normalement ça devrait être bon. Le saphir recrée l'homme et quand il est... il faut traduire. Le saphir redonne des forces à l'homme et lorsqu'on boit la poudre, il est bénéfique aux mélancoliques, ainsi qu'en cas de piqûre et de morsure de scorpion, de serpent. On a l'impression qu'il y a que ça qui les intéressait, la mélancolie, le poison. Hein. Albert le Grand rapporte avoir constaté à 2 reprises que le saphir, par sa seule application sur la peau, guérissait un anthrax, qu'on appelle communément un clou. Il est très utile que la pierre soit de grande taille, et il faut qu'elle reste longtemps en contact avec la chair. Grande taille, ça dépend de vos moyens. Ensuite, Jean de la Taille, vous savez que même sur son nom, on a en vieux François, c'est J-A-E-N. Donc, vous voyez, il était bien nommé, Jean de la Taille, parce que quelque part, s'il était lapidaire, au moins il était dans le bon domaine.
Le saphir de couleur bleu azuré est le plus agréable à l'œil après l'émeraude. Il réjouit pleinement l'homme et se rapproche du diamant par sa dureté. Pris en boisson sous forme de poudre, il est bénéfique aux mélancoliques, ainsi qu'en cas de morsure de scorpions et de serpents. À croire qu'ils sont copiés les uns sur les autres. Mais ce qui est fort possible parce que ça se faisait beaucoup à l'époque. Il tire des étoiles Boötides. Donc c'était la constellation du Bouvier, je crois. Cette particularité, rendre celui qui la porte aimable et attirant. Il résiste longtemps au feu, étant plus dur que l'escarboucle, donc le rubis. Toutefois, s'il est d'une couleur plus faible, s'il est d'une couleur trop faible, on peut le fondre à petit feu en l'alliant avec de l'or pour en obtenir du diamant. Eh bien, on peut mélanger de l'or avec la poudre de saphir à faible couleur pour obtenir du diamant. Ça m'étonne un peu. C'est une découverte ingénieuse car il reste pierre précieuse même après la disparition de sa couleur bleue. Et la lime ne peut plus l'entamer, à condition qu'on le fasse refroidir lentement. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. Ensuite, on va avoir qui? Berken de Robert. Alors, oui, on démarre, vous voyez, qui voudra dire. Donc déjà, quand on démarre comme ça, c'est pas bon. Voilà, Robert de Berken, toujours en vieux français. Donc celui qui voudrait énumérer donc toutes les vertus du saphir entrerait dans un très long discours. On en prépare des poudres, des teintures et des liqueurs pour soigner les yeux, le cœur, pour lutter contre les poisons, les fièvres, les contusions et une infinité d'autres maux. On affirme même qu'il protège les maladies contagieuses et que posé sur une tumeur, il la fait crever et guérir. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il attire les bonnes grâces de la faveur de tous envers celui qui la porte. Cela, dit-on, est tiré de saint Jérôme, qui l'exprime encore plus magnifiquement dans son commentaire du chapitre 19 du livre d'Isaïe, c'est-à-dire qu'on va retrouver ça dans le livre d'Isaïe. Pas mal du tout. Ensuite, on a un commentaire anonyme. La couleur du saphir s'efface dans le feu et prend celle du diamant. Donc ça, c'est pas la première fois qu'on le lit. La poudre de saphir dessèche les humidités des yeux, attire les ordures que l'on peut y voir, attire les ordures que l'on n'y peut avoir, et les préserve de la petite vérole. Bon, en gros, ça préserve les yeux. Le saphir porté par une personne impure et aimant les femmes perd son éclat et trahit son maître facilement, adultère ou fornicateur. Pierre quand même sexuelle. Là, on va enchaîner sur Pline avec Pline, normalement c'est bon, avec la sardoine. Donc sardoine qui est une cornaline très sombre, les amis. Sardoine quasiment marron. Donc de la famille des agates. Polycrate se tirant de ça fait du bien de lire exactement le livre là. Polycrate se tirant de Samos que les îles et le continent respectaient, voulant expier par des pertes ce que lui-même appelait un excès de prospérité, crut faire un sacrifice suffisant et rendre don pour don à la fortune par la privation volontaire d'une pierre. Il crut que le chagrin de cette unique perte serait suffisant pour le mettre à l'abri de l'envie et de l'inconstance de la déesse. Las d'un bonheur que rien n'interrompt, il s'embarque, atteint la haute mer, et jette son anneau dans les ondes. Un énorme poisson, grandi par la bouche d'un roi, avale la gemme, puis tombé aux mains du cuisinier de Polycrate, la laisse reparaître aux yeux du monarque. Présage sinistre, perfide restitution de la fortune. Cette gemme, on l'assure, était une sardoine. On la voit à Rome, au temple de la Concorde, enfermée dans une corne d'or, offrande d'Auguste. C'est presque la moindre du temple. 100 autres, plus belles, ont la première place. Alors, là il y a une petite annotation, Polycrate fut vaincu et pris par le satrape Ouroute, qui le d'abord écorchait vif, puis périr sur la croix. Bon, vous avez compris, ça c'est du vieux français aussi. Donc c'est Pline.
Ensuite, on va avoir la description d'une table de sardoine. Et là, c'est signé Claudia. Alors, description d'une table de sardoine. C'est vrai que c'est pas ultra beau, mais bon. Les veines de cette table offrent les contours sinueux des ailes d'un aigle. Une fleur brillante en révèle l'éclat. La mosaïque représente encore un autre oiseau. On dirait que son aile de pierre essaie de voler. Voilà. Ensuite, on a la scolopide. Vous voyez, Clupea. La sélénite. La sélénite en vieux français par Antoine Mizeau. Mais alors là, je vous dis pas les amis, le texte est immense. Donc par rapport aux autres, donc on va essayer de traduire ça. Proclus, excellent philosophe platonicien, écrit dans un petit traité intitulé Du sacrifice et de la magie des anciens qu'il existe une pierre qui change d'aspect comme la lune et qui pour cette raison est appelée sélénite ou sélénitrope. Ceci car elle suit et imite toutes les phases et transformations de la lune. Je me souviens en avoir vu une semblable chez un ami à moi, homme fort savant et ingénieux qui, à l'exemple du prudent Ulysse, avait entrepris de longs et divers voyages par mer et par terre pour connaître les mœurs et les singularités des pays et notamment les secrets et merveilles de la nature. Il avait même à 2 reprises visité les contrées antarctiques et les terres dites neuves récemment découvertes depuis un siècle. La pierre dont je parle avait la taille d'une pièce d'or, entre parenthèses, un noble à la rose, mais plus épaisse, noire comme de la poix, POIX, et elle représentait les croissances et diminutions d'un corps lumineux de la lune par un point blanc qui grossissait et dégrossissait. Il augmentait et diminuait chaque jour, suivant le même rythme que la lune pendant tout son mois. Doutant d'un tel prodige, et pensant qu'elle était plutôt artificielle que naturelle, ou pour mieux dire surnaturelle, je demandai à cet ami la permission de la garder pendant quelque temps, soit 1 mois lunaire environ. Durant ce temps, je l'observais avec le plus grand soin en présence d'un grand et illustre mathématicien du roi, Oronce Fine, chez qui je logeais alors par sa faveur. Et en vérité, nous nous découvrîmes aucune imposture. Voici comment elle se comportait. Au moment de la conjonction de la lune avec le soleil et la nouvelle lune, un petit point sombre apparaissait au sommet de la pierre, semblable à un grain de mil. Chaque jour, ce point grandissait en un croissant blanc, descendant peu à peu jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de la pierre, où il devenait plein et rond comme un petit pois, indiquant ainsi la pleine lune. Puis, à partir du centre, la marque remontait graduellement, se rétrécissant et s'effaçant, imitant le déclin de la lune jusqu'à ce qu'elle disparaisse au point d'où elle était venue. Ce moment marquait la fin d'une révolution lunaire avant qu'un nouveau cycle ne recommence aussitôt. Voilà à mes yeux l'une des choses les plus merveilleuses et mémorables que j'ai jamais vues, et le trésor le plus précieux qu'on puisse imaginer. J'avais conseillé à un ami possédant un si rare joyau de la nature d'en faire présent à l'un de nos princes français afin d'en obtenir une juste récompense. Mais il me répondit aussitôt: « Je sais qu'en France, on ne récompense point les merveilles. J'ai donc voué et dédié mon petit miracle de nature, entre parenthèses, ainsi appelait-il justement sa pierre, au jeune roi d'Angleterre Édouard, car lui véritablement sait discerner le blanc du noir et juger comme il faut la valeur des choses rares et précieuses. » Alors a priori, on serait quand même sur la sélénite, qui vient du grec ancien séléné, lune. Dans les textes anciens, c'est une pierre donc lunaire et mythique qui changeait d'aspect avec les phases de la lune. Vous pourrez essayer, aujourd'hui on en trouve beaucoup des sélénites. Donc à la base, sélénite, gypse translucide, minéral réel, donc portant aujourd'hui le même nom, est lié symboliquement à la lune. Donc c'est une pierre blanche avec filandreuse, un petit peu comme de l'amiante qui s'est complètement pétrifiée. Donc voici pour la sélénite. On a aussi
quelque chose par rapport à Pierre, à Jean de la Taille. Il aurait pu s'appeler Pierre à la limite, hein. Ça aurait pu être rigolo. Alors lui, en traduction toujours, on va avoir... C'est bon, c'est parti. Pline raconte une chose admirable au sujet d'une pierre précieuse nommée sélénite, parfois recouverte comme une armure dorée, argentée ou diamantine. Elle se trouvait autrefois en Arabie et maintenant on peut aussi la trouver en Allemagne. La lune lui communique une telle vertu qu'elle se reflète dans son corps et que la pierre croît et décroît comme la lune dans le ciel. Alors, on est toujours sur de la sélénite en équivalence. Alors, vous savez que la sélénite, alors il peut y avoir aussi la pierre de lune, hein, on est bien d'accord, mais là, a priori, on parle quand même de sélénite et on a gardé ce terme de sélénite. Donc, a priori, ça devrait être quand même ça. Vous savez que la sélénite, suivant qu'on la positionne, on peut avoir aussi certains reflets, un petit velours à l'intérieur. On peut avoir ce type aussi. On arrive maintenant à Sicyone. Donc Sicyone, dont le texte est signé par Plutarque. Sur les bords de l'Arax, on rencontre une pierre de couleur noirâtre nommée Sicyone. Lorsqu'un oracle a ordonné le sacrifice d'une victime humaine, 2 jeunes vierges posent cette pierre sur l'autel des dieux préservateurs. À peine le prêtre l'a-t-il touchée de son couteau qu'il en sort une grande quantité de sang. Aussitôt, tous ceux qui ont part à cette cérémonie superstitieuse se retirent en poussant de grands cris et reportent la pierre dans le temple. C'est ce que dit Dorothée le Chaldéen au livre 2 de son traité des pierres. Ici, c'est signé Plutarque. Ensuite, la Sipile, la pierre du Sipile. On trouve au mont Sipile une pierre singulière. Lorsque des enfants pieux la rencontrent, ils vont la porter dans le temple de la mère des dieux. Et dès lors, ils ne peuvent commettre aucune impiété. Ils chérissent leurs parents et aiment tous ceux qui leur sont unis par les liens du sang. Ainsi le rapporte Agatharchide de Samos dans son 4e livre des pierres. Desmarats en parle avec plus de détails encore dans le 6e livre de sa Phrygie, et c'est signé Plutarque. Alors après, on va avoir Sophron. Voyez, méandre, pierre du Sophron. Stellaire, la pierre stellaire, donc ça on l'a eu avant. Succinct, voyez, ambre jaune, donc ça c'était au début. Là on va avoir la Thracidile. Donc Thracidile, on trouve dans le fleuve Eurostate, alors c'est Eurotas, une pierre nommée Thracidile, qui ressemble à un casque. Elle ressemble à un casque et dès qu'elle entend le son d'une trompette, elle s'élance sur le rivage, mais si on prononce le nom des Athéniens, elle se replonge de manière incontinente sous les eaux. Il y a plusieurs de ces pierres dans le temple de Minerve Calcioque, où elles ont été consacrées. Ainsi le rapporte Nicanor le Sarmin, oh punaise j'ai du mal là, le Sarmien dans son livre des fleuves. Alors on va voir quand même si on a une correspondance sur cette pierre, savoir si aujourd'hui cette pierre équivaut à quelque chose. Et c'est vrai qu'on l'a pas fait aussi avec la Sipile, ça faudrait que je vois. Alors oui, ça reste une pierre symbolique, hein, liée à Minerve, pierre d'imaginaire et de courage, parfois rapprochée du jaspe rouge. Pour la Sipile, puisqu'on l'a pas fait, donc là, sur la Sipile, ça va nous donner... Est-ce qu'on a une correspondance maintenant, aujourd'hui? Pierre pareil, mythique, symbolique, elle représente une pierre de piété, filiale et de pureté du cœur liée à la mère des dieux, Cybèle, très vénérée en Phrygie, qui serait peut-être associée, si vraiment c'était le cas, à l'agate, à la chalcédoine, ou peut-être un quartz rose. Voilà, comme ça on a une donnée. Là j'arrive sur la Tirzite. Alors la Tirzite, qu'est-ce que ça va donner? A priori, on a quand même quelque chose qui pourrait ressembler à de l'améthyste. Alors c'est un texte d'Hermès Trismégiste très court, c'est une espèce de corail qui empêche l'ivresse, comme l'améthyste. Ah non, donc c'était un corail. Et là, on verra plutôt un corail rouge. Voilà, un corail rouge ou rosé. On va avoir ensuite la pierre du Tmolus. Donc, T-M-O-L-U-S. Donc toujours signé par
Plutarque. Alors, la pierre du Tmolus. Il y a sur le mont Tmolus une pierre assez semblable à la pierre ponce, mais qui est difficile à trouver. Elle est difficile à trouver parce qu'elle change de couleur 4 fois par jour. Elle n'est aperçue que par les jeunes filles qui n'ont pas encore atteint l'âge du discernement. Si celles qui sont nubiles la trouvent, elle les garantit des outrages qu'on voudrait leur faire. Oui, à l'époque c'était aussi un problème ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on en parle, mais à l'époque c'était encore, peut-être encore pire. Donc, cette pierre-là, qui sera un équivalent moderne de l'opale, éventuellement une pierre plutôt irisée, chatoyante, ou éventuellement même une pierre de labradorite. Mais quand on parle de pierre ponce, pour moi, je pense plutôt à une pierre volcanique. Donc, faudrait voir. Là, l'intelligence artificielle, ce sera plutôt l'opale ou la labradorite. Mais bon. Ensuite, on va avoir le topaze ou la chrysopare ou chrysoprase, etc., qui sont quand même des choses différentes. Le topaze et la chrysoprase sont très différentes. La topaze est favorable aux mortels qui vont faire des sacrifices. Ensuite, encore la topaze, et là, cette fois-ci, Albert le Grand, donc vous savez qu'on a besoin d'une traduction de Vieux François, parce que juste avant, là, la phrase que vous avez entendue, c'était Orphée. Donc là, sur Albert le Grand, on va avoir « Si tu veux acquérir la sagesse et fuir la folie, prends une pierre appelée chrysolite ou topaze, de couleur dorée. » Alors, sachant que la topaze, à la base, est quand même bleutée. Bleutée, Placée dans l'or, elle chasse la folie et confère la sagesse. Elle fait fuir toutes les visions trompeuses, rend l'homme très sage et agit contre la peur et les tremblements. Donc, a priori, on parle, ça désignerait aussi le péridot. Donc, olivine, un vert doré, et jaune-verte sur la topaze, on peut, le péridot, on revient toujours à ça. Là, c'est ce qui est préconisé. On revient toujours sur cette même phrase, donc topaze, chrysopare et chrysoprase. Alors, sachant que la chrysoprase aussi est très verte et peut avoir vraiment une forme de transparence quand elle est dans sa haute qualité. Un auteur moderne, donc Berken, il cite Berken, mais sauf que là c'est signé, c'est lui, Robert de Berken, il se cite lui-même, rapporte une chose bien étrange. Bon, je pense qu'à mon avis il doit y avoir une erreur. Donc là, on a de Berken qui va parler, je pense, non, je vois les mots, il va falloir la traduire, on n'a pas le choix, c'est toujours comme ça. À chaque fois je me dis, je peux peut-être y aller, mais franchement je pense que vous comprenez mieux une fois traduit. Donc toujours au sujet du topaze. Cette fois-ci, on va avoir un auteur moderne rapporte un fait bien étrange. Hildegarde, épouse de Théorique, comte de Hollande, fit don à un grand personnage d'une topaze qu'il nomme chrysoprase. Placée dans une chapelle, cette pierre éclairait la nuit, à tel point que, où que l'on se trouvât dans la chapelle, on pouvait lire aussi aisément qu'en plein jour. Ses vertus sont tout aussi singulières, si du moins elles sont vraies. On dit que, par sa nature froide, elle rafraîchit la peau, arrête le sang des plaies, apaise la colère, la bile et la frénésie. Et même, elle dissipe les terreurs nocturnes et les accès lunatiques. Ainsi, si une femme ou un homme la porte dans sa main gauche, elle les préserve de la sensualité. Donc on revient toujours sur la cacédoine éventuellement vert pomme ou la chrysoprase ou un topaze jaune. Ça c'est l'éventuelle suggestion. Ensuite, commentaire de l'anonyme. Les topazes sont bonnes contre la mélancolie et empêchent les songes fâcheux. On continue toujours sur le topaze avec J.B. Porta. La chrysoprase fortifie la vue, réjouit l'esprit, rend l'homme libre et joyeux. Voyez chrysolite. Donc lui il parle de chrysolite quand même. La tourmaline, là on va voir la lincurium qu'on a vu un peu plus tôt. Ensuite on va enfin avoir la turquoise. Pour la turquoise on va avoir le médecin arabe, donc El-Kindi, je pense que ça se prononce comme ça, on l'emploie en alchimie, elle entre dans les remèdes de l'œil. Triturée et administrée en potion, elle est utile contre la piqûre des scorpions. Sachant que la turquoise est très molle, donc ça c'est un magnésium, donc c'est très mou, c'est une magnézite et c'est issu de ça. Alors sachant que pour les turquoises, attention les amis, on a beaucoup de fausses turquoises qui circulent, ou notamment de la holite teintée ou tout simplement de la fausse turquoise en fantaisie. Et pour la turquoise, souvent c'est de la turquoise soit qui est repilée et remontée en pierre, parce que c'est très facile, donc des petits fragments, ou on va avoir également
de la turquoise, alors on a souvent le mot stabilisé ou pas stabilisé, parce qu'il faut savoir, comme la holite, ceux qui ont eu peut-être des bracelets de holite autour du poignet déjà, au bout d'un moment la holite elle jaunit. Donc il faut savoir que c'est normal, c'est que tout simplement elle déteint au contact de la peau. Donc pourquoi la turquoise est stabilisée la plupart du temps aussi? Vous avez celle d'Iran, celle des USA qui est la plus jolie, la chinoise aussi. Pourquoi cette turquoise est stabilisée? C'est tout simplement que ça permet de conserver sa couleur d'origine une fois que le bijou a été créé. Voilà. Donc c'est pas forcément négatif, mais ça permet de faire en sorte qu'elle ne verdisse pas ou qu'elle ne jaunisse pas dans le temps. Voilà, comme ça vous saurez. Renseignez-vous un petit peu plus là-dessus et vous verrez. Alors là, on va avoir un texte de Jean de la Taille que j'ai à nouveau traduit. La turquoise, de couleur perse ou céleste, brillante et lumineuse, peut être reconnue comme véritable si la nuit, elle prend une teinte verdoyante ou si elle est douce au toucher plutôt que froide. Et oui, c'est comme de la magnésite en fait. Donc ça veut dire que déjà à l'époque, ils se posaient la question des vraies et des fausses. Elle tient du ciel cette propriété entre autres. Elle protège l'homme des chutes imprévues. En effet, lorsqu'elle se brise dans son chaton, cela signifie, donc dans son chaton, dans son serti, cela signifie que la pierre s'est sacrifiée pour sauver son porteur. Les peuples des régions où cette pierre se trouve estiment qu'elle n'a d'autre pouvoir que contre les empoisonnements et les troubles de l'esprit. J'ai moi-même expérimenté qu'en la tenant solidement, suspendue par un fil, au-dessus d'un verre presque plein d'eau, la bague où elle est enchâssée commence peu à peu à se balancer et finit par teinter contre les bords du verre à l'heure exacte avant de s'arrêter. J'ai grand regret de ne pouvoir expliquer la cause d'un tel phénomène, alors que je pourrais aisément comprendre et décrire celle de l'aimant et de l'ambre qui attire le fer et la paille ainsi que celle de plusieurs autres pierres. Alors, vous savez pourquoi l'ambre, l'aimant attire le fer et l'ambre attire la paille? Tout simplement parce que l'aimant, voilà, c'est magnétique et ça va attirer les métaux, tout simplement avec la polarité, et que l'ambre, par effet de friction, vous allez générer de l'électricité statique qui va attirer un petit brin de paille, par exemple. Voilà. Donc sur la turquoise, on a un phosphate hydraté d'aluminium et de cuivre. Donc c'est pareil, alors c'est pas tout à fait une magnésiite comme je vous le disais tout à l'heure. On est sur un bleu céleste, parfois attirant sur le vert. En général, sa protection contre les chutes, les accidents, les barrières contre les poisons. Et la pierre de la paix intérieure et qui favorise aussi la vérité. Voilà. Mais c'est une pierre très poreuse, attention, et qui peut changer de couleur. On a Robert de Berken qui en parle aussi. Donc de Berken qu'on va traduire aussi. Alors de Berken, et je vais vous annoncer un petit quelque chose juste après, vous allez voir, c'est rigolo les amis. C'est pas ce que vous croyez. Il est dit que certaines pierres nous protègent du danger lorsqu'on tombe. Comme la turquoise par exemple que l'on porte en anneau. Si un homme tombe de cheval, la pierre est censée recevoir tout le choc et se briser en morceaux, tandis que l'homme est sauvé. La cause de ce prodige n'est pas si difficile à concevoir, bien qu'elle soit admirable. Certains ajoutent toutefois qu'elle doit être attribuée à une grâce divine. Cette pierre, de couleur perse ou céleste, est translucide ou brillante. Et brillante. On a quelques points de pyrite de temps en temps à l'intérieur. On reconnaît la véritable turquoise à plusieurs signes. Elle semble tirer sur le verre pendant la nuit. Il faudrait regarder ça. La partie qui touche la terre paraît noircie. Oui, c'est vrai qu'on a des dessous de turquoise qui sont un peu noircis. Elle présente des veines sur sa face inférieure. Donc les veines, ok. Et pas des imitations, hein. Elle est douce au toucher, mais aussi très froide. Alors pas forcément, justement. Un cristal sera bien plus froid. Enfin, si l'on applique dessus de la chaude et trempée, je vous recommande pas de le faire, celle-ci prend une teinte bleu azur semblable à celle d'une pierre précieuse. Toutefois, quand la turquoise présente ces caractéristiques, elle n'est ni parfaitement transparente, ni véritablement précieuse, car on peut la réduire en poudre à la lime. Et oui, c'est une pierre très molle. Ensuite, on a Pierre de Brèche,
qui nous dit « La figure du Verseau gravée sur une turquoise fait gagner aux marchands tout ce qu'ils veulent. » Et oui, Verseau en plus, signe futuriste et signe de l'expression. Après, attention, on divise pas la population en 12 et on met tous les Verseaux les mêmes, toutes les balances les mêmes, ça dépend de l'heure de naissance et du lieu. Et les amis, donc voici la nouvelle, c'est qu'on arrive à la fin du livre avec la dernière pierre qui est le zircon, voyez Jacinthe, donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas plus de données dessus. Et écoutez, on arrive à la fin, j'espère que ça vous a plu, vous pouvez, d'ailleurs on a une recommandation d'un autre livre qui est Pierre de Brèche avec le traité des talismans ou figures astrales, donc peut-être à voir, peut-être que ça ira sur la section membres, s'il y a beaucoup de figures. En tout cas, j'espère que la lecture de ce livre vous a plu, on a fini comme ça, il n'y a pas de données supplémentaires. Je sais, j'aurais pu vous réenregistrer les premières pierres avec la technique que j'ai pris en plein milieu, mais bon, c'est l'expérience qui fait que... Vous le savez, je suis pas pro, et d'autant plus, je ne fais pas cette chaîne pour m'alimenter financièrement, c'est vraiment un plaisir de lire avec vous, j'aime lire ces livres-là, et autant enregistrer pour que ça vous profite à certains, et c'est vraiment la raison pour laquelle cette chaîne existe. Et c'est vrai que par contre, voir que vous êtes là, c'est un vrai encouragement pour moi, parce que finalement, ça m'encourage à continuer de moi-même. Ça me fait un peu plus de travail que si je lisais toute seule, mais ça me permet d'avoir une forme d'assiduité. Et ça, je vous en remercie pour ça. Je vous remercie aussi pour vos petits commentaires et vos petits coucous, vos likes aussi, parce que ça me permet de voir ce que vous aimez. Et surtout, ça me permet de voir que vous êtes là tout simplement à l'écoute. Et que je suis pas toute seule à parcourir ces textes et à m'intéresser à tout ça dans ce sacré monde. Ça donne de l'espoir. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis peut-être qu'on se refera un autre livre du même style à un moment. Là pour l'instant on va un petit peu finir ce qu'on a en cours. Et je vous rappelle que sur la chaîne, sur la page membre, vous avez aussi des livres un petit peu plus poussés pour les personnes qui sont un peu plus avancées en termes de pratiques rituelles pour la magie, avec des noms un peu plus, même si ça reste quand même assez soft, mine de rien. Ça dépend des livres, ça dépend aussi, là j'ai sorti un article qui était un peu compliqué sur les 3 bouts de bougie là en page membre, sur la fin ça rigolait pas. Au début je voulais le mettre un peu pour tout le monde et puis vers le milieu, oh là là, ça va aller sur la page membre ça. Merci à vous tous, merci pour vos petits messages aussi par mail, je suis très en retard dans les réponses, mais je vous fais quand même de très gros bisous, je pense à vous, je vous entends, je vous vois, et à bientôt sur Livres ésotériques anciens, à bientôt.